petit peu plus de 22 heures, bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat, édition spéciale. Vous l'avez compris, on va revenir en longueur sur l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir sur le coronavirus. Près d'une demi-heure de prise de parole grave et solennelle pour nous annoncer plusieurs choses. D'abord, le chef de l'État maintient les élections municipales des 15 et 22 mars. Il faut assurer la continuité de la vie démocratique, nous dit Emmanuel Macron. Deuxième information majeure et qui va bouleverser la vie de millions de Français, tous les établissements scolaires, toutes les crèches et toutes les universités du pays restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Troisième point à retenir ce soir, il concerne les personnes de plus de 70 ans. Il leur demande de rester chez elles au maximum, de limiter leurs déplacements et les contacts. Le chef de l'État annonce également des mesures en faveur des entreprises, sur le chômage partiel, sur la trêve hivernale. Il appelle les Français à faire bloc et le monde d'ailleurs à ne pas se diviser ni à se replier. Une intervention, vous l'avez compris, très riche sur laquelle nous allons longuement revenir avec nos invités ce soir que je vous présente pour cette première demi-heure. Isabelle Vera-Masson, bienvenue. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Corentin Le Fur, bienvenue à vous également. Élu à Aubonne, dans le Val d'Oise, tête de liste d'hiver droite au municipal. Par souci d'équité, on va voir la liste de tous les candidats dans cette ville, à Aubonne, normalement. La voilà, Paul Cassia, bienvenue à vous également, professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne, candidat d'hiver gauche, cette fois au municipal à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, là aussi. Par souci d'équité, on va peut-être voir le tableau de tous les candidats qui se présentent sur place. Enfin, Benjamin Morel, politologue, bienvenue. Maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. On entendra évidemment régulièrement des extraits sonores du chef de l'État de cette intervention ce soir. J'ai d'abord une question sur le maintien de ces élections, puisque selon des informations de presse, quelques heures avant l'intervention du chef de l'État, a circulé l'hypothèse selon laquelle il reporterait ces élections municipales. Paul Cassia, qu'avez-vous pensé de cet arbitrage du chef de l'État qui décide donc finalement de les maintenir? Alors il y a deux points, un point de légalité, un point d'opportunité. Sur le terrain de la légalité, je ne vois pas comment les élections auraient pu être reportées. On a évoqué le recours à l'article 16 de la Constitution, aux pouvoirs spéciaux, ce qui était totalement hors sujet. Il n'y a pas d'atteinte au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il n'y a pas d'atteinte à la vie de la nation. Mise en œuvre de l'état d'urgence était aussi en partie hors sujet. Donc, légalement, il était assez difficile de reporter les élections. Enfin, sur le terrain de l'opportunité, moi, comme citoyen, je trouve que la décision qu'a prise le président de la République de ne pas changer le calendrier électoral est excellente. Vous saluez cette décision. Benjamin Morel ? Oui, la solution pour reporter les élections aurait été une loi, mais le délai aujourd'hui était beaucoup trop court, si vous voulez. Alors, la loi qu'on a votée le plus vite, je parle sous le contrôle de Paul Cassia, c'était la loi de prorogation de l'état d'urgence. On l'a fait en 3 jours. Mais bon, là, très clairement, sans l'accord du Sénat qui aurait accepté de malmener la procédure parlementaire, et Gérard Larcher avait annoncé qu'il était contre, ça paraissait relativement difficile. Après, quand on pèse un peu le pour et le contre du report de ces élections municipales, en effet contre, vous avez un report qui n'aurait pas servi à grand-chose, peut-être du point de vue de la contagiosité, peut-être éventuellement. On peut mettre en balance les questions sanitaires. En revanche, sur le report potentiel des élections, il pouvait y avoir tout de même un élément à prendre en compte, c'est une potentielle abstention de toute une catégorie de la population qui, pour des raisons de coronavirus, pourraient ne pas vouloir se rendre aux urnes. Je pense notamment aux personnes âgées. Et là, en effet, les personnes âgées votant beaucoup aux élections intermédiaires, si jamais elles s'abstiennent ou si jamais elles ne viennent pas, en suivant en fait la consigne qu'a donnée Emmanuel Macron en disant « ne vous déplacez pas trop », on a une petite révolution électorale. Donc ça pose quand même question du point de vue du scrutin. Après, quand on prend les 2 dernières enquêtes là-dessus, je crois à l'IFOP et au Doxa, on voit que paradoxalement, celles qui ont le plus envie d'aller voter, ça reste les personnes âgées, et celles qui ont le plus peur du coronavirus et pourraient s'abstenir pour cette raison-là, c'est plutôt les jeunes. Donc à partir de là, on peut s'interroger, mais à ce stade, on n'est qu'au stade des enquêtes, et donc on verra bien dimanche soir. Mais on sait qu'il a longtemps hésité avant de... Enfin, ce sont évidemment des informations qui ont circulé parmi les journalistes, qu'il aurait hésité jusqu'à la dernière minute pour faire cet arbitrage. Je vous propose d'écouter un résumé des interventions d'Emmanuel Macron. C'est un sujet de Jonathan Dupriez, et je vous fais réagir après, bien sûr. Les Français vont devoir consentir à davantage de sacrifices. Voilà la tonalité de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. 26 minutes consacrées à la crise du Covid-19 au cours desquelles le chef de l'État a annoncé une batterie de mesures pour contenir l'avancée du virus. Mesures immédiates d'ampleur, la fermeture des écoles et des universités dès lundi. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre,
les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Emmanuel Macron a aussi appelé à la responsabilité de chacun pour faire face à la plus grave crise sanitaire du siècle, selon ses mots. Limiter ses déplacements tant que possible et protéger les personnes âgées de plus de 70 ans, jugées plus vulnérables. Le président a aussi annoncé des mesures exceptionnelles à destination des entreprises durement touchées, notamment sur le chômage partiel. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Le chef de l'État a aussi répondu nettement à l'interrogation d'un possible report des municipales, dont le bruit avait couru depuis la fin d'après-midi. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. À l'heure où le dernier bilan officiel donne près de 3000 cas confirmés au Covid-19 et 61 morts dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a exhorté les Français à faire bloc devant l'ampleur de la crise. Alors, prenons les points après les autres et continuons sur ce maintien des élections municipales. Isabelle Vérin-Masson, qu'avez-vous pensé de cet arbitrage? Vous le pensez raisonnable? Alors, d'une certaine manière, c'est un test à l'égard de tout ce que nous dit depuis qu'il y a le coronavirus, c'est-à-dire qu'en définitive, même si cette maladie est très contagieuse, plus létale que la grippe ordinaire, il est possible de la contrecarrer avec un certain nombre de mesures assez simples à réaliser et qui seraient très efficaces. Donc, si c'est le cas, et je crois que c'est le cas, puisque apparemment c'est absolument répandu dans le monde, il y a eu un article dans le Lancet qui expliquait à quel point le fait de se laver les mains était fondamental, à ce moment-là, oui, en deux propositions, si les mesures sont aussi efficaces qu'on le dit, effectivement, il est possible de voter, puisqu'on voit bien qu'il est possible de faire respecter ces mesures dans le cadre du vote, ce qui n'est pas le cas avec des enfants. D'ailleurs, le chef de l'État en a profité pour rappeler les gestes basiques d'hygiène. Donc, voilà, donc ces deux éléments du discours me semblent extrêmement importants. De certaine manière, c'est faire confiance à ces fameuses mesures, et ces fameuses mesures, elles sont légitimée, affirmée par, et là c'est la répétition, la scansion du président, c'est-à-dire selon les scientifiques, toujours dit-il, c'est-à-dire il répète à l'instant que son discours est totalement inspiré par les scientifiques, il ne dit pas, il le dit un petit peu, mais enfin on voit que c'est secondaire, j'en ai parlé un petit peu aux politiques, on n'est plus dans un discours politique, on est dans un discours véritablement sanitaire, et ce n'est pas lui qui parle, même si il dit beaucoup il parle beaucoup de décisions, mais il se cache toujours derrière les scientifiques. Donc si ces scientifiques ont raison, on peut voter, et puis bien sûr, et ça il l'avait dit avant, et ça c'est pas facile à comprendre pour les gens, même si on peut imaginer, on peut prendre des risques pour certaines circonstances. C'est-à-dire autant pour aller regarder un match de foot, c'est peut-être pas la peine d'aller prendre le risque d'attraper quelque chose. Pourtant ils l'ont fait, ils ont aussi fait venir les supporters. Oui, mais on comprend bien que en revanche, il y a des moments importants. On avait parlé des examens, des concours. On parle d'aller faire les courses, et puis aussi effectivement de voter. Donc je trouve qu'il y a une logique dans ce discours qui fait que je suis plutôt favorable à. Vous parliez de cette confiance en la science et en les scientifiques. On écoutera cet extrait dans un instant. D'abord, je termine ce tour de table avec vous, Corentin Le Fur, sur ce maintien des élections municipales. Vous le saluez, ce maintien? Alors moi, je pense que le maintien des élections municipales était une bonne décision, et le président Macron n'avait en réalité pas forcément beaucoup de choix. Ça a été évoqué. Il y avait eu la composante juridique. L'article 16 avait beaucoup de mal à être utilisé, surtout qu'on sait derrière qu'il y avait quand même le veto du président du Sénat, ce qui posait véritablement problème pour sa légitimité. Il y a l'article 227 du Code électoral qui précise quand même que les élections municipales sont verrouillées par décret et ne peuvent être modifiées 3 mois avant le scrutin. Donc ça, c'est quand même des éléments importants. Ensuite, sur le fond et sur le message, on a quand même la porte-parole du gouvernement qui rappelait pas plus tard qu'hier
que le processus démocratique devait garder sa continuité, en particulier pour un rendez-vous électoral qui est quand même important. Donc je pense que c'est une bonne chose, en notant 2 éléments. Tout d'abord, il est important de garder son calme. On est dans une situation effectivement qui est compliquée. Il est bien de garder son calme, de rester serein, de rappeler effectivement, comme ça a été dit, l'ensemble des gestes barrières, puisque tout le monde ne les respecte peut-être pas comme il le faudrait, puisqu'effectivement on sait que... Certains médecins ont alerté sur ce Certains point, médecins ont été alertés parce que l'important n'est pas forcément de respecter les gestes barrières uniquement pour soi, mais pour protéger les plus fragiles d'entre nous, la nation, et ça a été évoqué, en particulier les personnes âgées ou atteints de pathologies diverses. Donc ça, c'est aussi important. Et puis derrière, il faut quand même aussi rassurer tous ceux qui nous écoutent. Depuis plusieurs jours, l'ensemble des pouvoirs publics locaux, en étroite relation avec les préfectures et les sous-préfectures, ont anticipé les choses. Il y a des mesures qui sont mises en place pour pouvoir... pour garantir à chacune et chacun de voter dans de bonnes conditions. On a des centaines de milliers, voire plus, de bénévoles qui vont se mobiliser. Et moi, je tiens vraiment à les saluer, des présidents, des assesseurs. Ah oui, non, d'abord élections. aussi sur la tenue purement des bureaux, c'est quand même très important. Moi, je tiens à saluer tous les présidents, les assesseurs, les futurs scrutateurs, les membres des personnels municipaux qui se préparent pour faire en sorte que ce rendez-vous électoral soit, entre guillemets, digne de ce qu'il doit être, puisqu'on rappelle quand même que les élections municipales sont encore une des rares élections qui tiennent à cœur au niveau des Françaises et des Français. Et, vous le disiez, aussi un deuxième coup de chapeau à tout le personnel de soins. Moi, je suis élu d'une commune qui possède un hôpital important, l'hôpital régional Simone Veil. Je suis infirmière. Je salue particulièrement aussi ce soir tous les personnels médicaux qui sont mobilisés depuis très longtemps, avec parfois des moyens plus que limites, pour faire en sorte de tenir le mieux possible la situation. Et c'est un hommage appuyé qu'a rendu aussi le chef de l'État au personnel soignant. Mais vous l'avez dit, Isabelle Vera-Masson, il a aussi fondé tout son discours. Et c'est ce que fait d'ailleurs l'exécutif depuis le début de cette crise sur le corps scientifique, des scientifiques dont on peut être fier en France. On écoute un de ces moments, un des moments de cette intervention. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Celles et ceux qui savent, c'est ce que nous dit ce soir Benjamin Morel, le chef de l'État. Oui, c'est extrêmement important. Si on prend, je crois que c'était une enquête BVA il y a quelques jours, qui montrait que, de façon très paradoxale, quand on demandait aux Français « Avez-vous confiance dans le gouvernement pour gérer cette crise ?», vous aviez 65% des Français qui disaient non. Et quand vous leur demandiez « Est-ce que vous avez des informations fiables sur le coronavirus ?», vous aviez 65% des Français qui disaient oui. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que si le gouvernement vous cache des choses, vous n'avez pas toutes les informations. Si vous avez toutes les informations, le gouvernement ne vous cache pas quelque chose. Donc on voit que la crédibilité du politique, au-delà du gouvernement d'Emmanuel Macron, la crédibilité du politique sur les crises sanitaires est aujourd'hui faible. La crédibilité du scientifique, elle, est forte. D'où cette référence au monde exactement. scientifique. Et donc là, c'est la théorie de la blouse blanche, toujours derrière Olivier Véran. Dès le moment où vous avez une parole politique sur la crise du coronavirus, vous avez besoin d'appuyer cette parole politique sur du scientifique, soit parce que vous en avez un à côté, soit parce que vous citez l'étude, vous citez l'hôpital, et à partir de là, vous crédibilisez le message. Or, une crise sanitaire, ça passe évidemment par des mesures, mais ça passe également par la réception de ces mesures, et par le fait que ces mesures, elles portent crédibilité, elles portent confiance, d'où l'intérêt pour le président ou pour son ministre de s'appuyer sur le scientifique. Mais ce qui entre quand même en contradiction avec le message de l'Organisation mondiale de la santé, ne serait-ce qu'hier soir, et sur ce même plateau je l'annonçais, qui parlait de propagation et d'inaction alarmante. Et Emmanuel Macron nous dit ce soir se fonder sur les experts, les scientifiques. Alors, y a-t-il contradiction ? Comment expliquer ça, Isabelle Vera-Masson ? C'est difficile à comprendre pour les Français. J'ai l'impression que le message de l'OMS n'est pas toujours très clair, parce que parfois il est rassurant, parfois il est un peu moins. En revanche, ce que nous comprenons et ce que nous regardons, c'est quand même ce qui se passe à l'étranger. Et je crois qu'on est très influencé quand même par ce qui se passe, en particulier en Italie. C'est-à-dire ou en Espagne. Mais à raison, non ? À raison ? Je ne sais pas, mais on n'est pas tout seul au monde. Je veux dire, et nous n'avons pas, ni vous ni moi, et peut-être même certains scientifiques ou certains politiques, les moyens de savoir exactement ce qui va se passer. Je crois, on est un peu. On sait qu'on est au début de l'épidémie. Alors, on nous dit qu'on est au début de l'épidémie, mais enfin, on nous dit aussi qu'en Chine, on est en train de régresser, alors que finalement, ça n'a pas duré très longtemps. On nous dit que c'est extraordinairement létal, mais en Chine, où l'épidémie est en train de régresser, elle n'a même
pas fait 0,01%, que je dis de milliers de pourcents, enfin c'est rien, le nombre de morts. Donc la question de la réception est extrêmement importante et la question de la compréhension est très très difficile. C'est pourquoi, et ça a été le discours très élaboré, très intelligent du président de la République, il est obligé de s'appuyer sur quelque chose que l'on ne discute pas. Or, il aurait pu dire, il l'a dit un petit peu d'ailleurs, je suis un politique, je suis le président de la République, je décide, il l'a d'ailleurs un peu dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on l'avait reproché. Mais il sait bien que le politique et que lui-même n'est pas suffisant pour éviter qu'on aille acheter des millions de tonnes de nouilles, essayer d'acheter des alcools bizarres, etc. Parce qu'évidemment, le pire serait la panique. Donc il faut à la fois faire peur aux gens pour qu'ils fassent attention et il ne faut pas les paniquer. Donc il s'appuie sur apparemment une des rares instances qui soit encore crédible, c'est-à-dire les scientifiques. Et j'en profite, moi qui suis chercheur au CNRS, pour lui dire qu'il devrait aller plus loin et augmenter les crédits de ce pauvre institut qui se voit constamment un petit peu maltraité. Voilà. Corentin Lefeu. Il fallait que ce soit dit. Non, mais à juste titre. Non, effectivement, je pense que sur la parole scientifique, effectivement, l'Organisation mondiale de la santé a décrété un état d'urgence sanitaire. À parler de pandémie. Après avoir pendant très longtemps tardé aussi à dire les choses. Moi, je pense qu'au niveau du corps médical et scientifique, il y a deux choses. Il y a effectivement un message sous-jacent récurrent et qui n'a pas attendu la crise du coronavirus, qui est un manque de considération et de moyens, d'autant plus quand on exige, a-t-il dit justement, de toutes les blouses blanches au sens large, de faire face à une situation inouïe. Maintenant, le deuxième aspect, qui est un aspect justement plus scientifique, c'est qu'en réalité, le président Macron, je pense qu'il a compris le message qu'un certain nombre de messages d'alerte qui avaient été faits remonter par le corps scientifique n'ont pas été entendus. Parce que justement, il y avait la volonté politique peut-être excessive de calmer un peu le jeu. Et au final, on constate que ce soir, on nous annonce par exemple des mesures qui sont tout à fait caractéristiques d'un stade 3, même si à aucun moment la fermeture dès lundi de l'ensemble des lieux d'enseignement de la crèche jusqu'à l'université. Certes, on n'interrompt pas, il n'y a pas d'interruption des transports en commun, mais la vraie argumentation qui est prise, c'est pour faciliter le processus de soins. Donc c'est la vraie argumentation qui est prise. On demande de ne pas les prendre. De limiter les déplacements. Mais en même temps, quelque part, le en même temps, à la dent dure, c'est les uns et les autres. Et je pense qu'effectivement, ce soir, il y a eu la vraie prise de considération que des mesures n'avaient pas été prises assez rapidement, mais on reste quand même dans la communication politique où on fait des annonces qui sont totalement caractéristiques d'un stade 3, mais le mot n'a pas été prononcé. Alors, vous parliez de la fermeture des écoles. On va écouter justement le passage où le chef de l'État en parle et annonce cette fermeture des établissements scolaires, des universités, des crèches, jusqu'à nouvel ordre. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Le service de garde sera mis en place, région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Paul Cassia, c'est vrai que c'est une mesure digne du stade 3. En même temps, les transports sont maintenus. La vie, d'ailleurs, va continuer dans la rue. C'est aussi des décisions, des mesures dues en même temps, comme le disait Corentin Lefeu. Écoutez, il se trouve que je suis responsable de sites universitaires et qu'à ce titre, je suis en charge de veiller à ce qu'ils soient ouverts dans le cadre des horaires normales d'ouverture. Et j'étais à l'université aujourd'hui, au centre Panthéon, où les cours avaient lieu. Normalement, il n'y avait pas de cas de coronavirus. En revanche, le centre Tolbiac, fréquenté par 10 000 étudiants par jour, a été fermé aujourd'hui sur décision du président de l'université parce qu'un cas de coronavirus s'y était déclaré chez un enseignant, chez un collègue. La question que pose l'intervention du président de la République est de savoir s'il est proportionné de fermer tous les lycées, tous les collèges, tous les établissements universitaires dans toute la France, à titre préventif,
ou si on ne pouvait pas échelonner ces fermetures, puisque certains centres fonctionnent normalement. Vous auriez préféré du cas par cas? J'ai pas de réponse, mais je constate qu'aujourd'hui, et demain en tout cas, puisque les centres sont ouverts demain, il n'y a pas de difficulté dans ceux que je fréquente habituellement. Et en plus, il y a une différence, et d'une certaine manière, il le dit, entre les crèches, les écoles et même les collèges, et puis des universités et les centres de recherche. Parce que par ailleurs, il dit aux chercheurs qu'il faut qu'ils continuent à bosser si on ferme leur université, alors que tout ça est très lié, c'est un peu compliqué. Mais si je comprends bien, vous pointez quand même quelques incohérences dans cette incohérence, décision. non. Je crois que ça irait plutôt dans le sens de M. Le Fur, c'est-à-dire qu'en réalité, on va dans un endroit, c'est-à-dire le stade 3, qui n'est pas dit. Donc, il y a d'un côté les crèches... Pourquoi? Parce que ça paniquerait? Ça ferait plus peur que de dire on ferme toutes les écoles? Je crois que ces histoires de stade... C'est vraiment un problème de compréhension. Ces histoires de stade 3... Bon, j'ai vu depuis que Mme Sibeth Ndiaye en a parlé, on est tous restés un peu interloqués et chacun est allé dans son interprétation. Donc, à un moment donné, ces hommes politiques qui sont quand même des spécialistes de la communication, on essaye d'être le plus clair possible dans cette situation extrêmement... Non seulement elle est compliquée à comprendre, mais en plus elle change tout le temps. Donc c'est extrêmement difficile. Donc ajouter du stade 3 par rapport... En revanche, tout le monde comprend que les enfants, c'est difficile à tenir. Et surtout, il y a une étude incroyable qui montre qu'à chaque fois qu'on ferme une école, eh bien la propagation de la maladie diminue considérablement. D'accord. Donc là, on est dans l'empirique, c'est clair. On voit bien pourquoi les enfants, c'est quand même difficile de leur faire laver la main et de les empêcher de faire des bisous. Mais les étudiants, c'est assez facile, quoi. Je veux dire, c'est pareil, c'est quand même, ça commence à être même s'ils n'ont pas conscience du danger, c'est encore un peu jeune. Mais donc, je crois qu'en fait, on est en train de... On mélange les mesures, alors qu'on ne devrait peut-être pas, une volonté pédagogique, me semble-t-il, et de tranquillité. Sur le stade 3, si vous voulez, l'une des mesures qui m'apparaît majeure, telle que je l'ai compris, c'est que vous faites retomber sur les médecins de ville une grande partie de la gestion de la maladie qui, du coup, ne relève plus que de l'hôpital public. Donc là, il y a une vraie question qui va se poser quand on passera au stade 3. Ça veut dire que l'engorgement potentiel de l'hôpital ne permettra pas de juguler ça au niveau de l'hôpital. Par ailleurs, on dézone, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on prend acte que l'ensemble du territoire est touché et on n'essaye plus d'isoler des parties du territoire. Du coup, ça devrait être plus facile. Donc là, ça peut être plus facile. C'est-à-dire que probablement va-t-on gagner en simplicité une fois qu'on sera passé au stade 3, paradoxalement. Mais les mesures qu'on a annoncées ce soir ne sont pas fondamentalement uniquement caractéristiques de ce stade 3 qui a donc d'autres variables. Après, là où en effet il y a une forme d'incohérence, c'est pas tellement dans le fait de fermer les écoles, les collèges et les lycées, si vous voulez, c'est de dire on le fait lundi. C'est-à-dire soit on juge que ces établissements sont en effet des nids à contamination et qu'il faut juguler la maladie, auquel cas on les ferme maintenant, ou bien on juge qu'en effet on peut continuer et dans ce cas-là on les ferme au cas par cas, comme le disait le professeur Cassia. Là très clairement, il y a un choix qui probablement n'a pas été vraiment fait. On parle d'une journée. Oui, il y a des sites pour lesquels seuls 200, 300, 400 personnes rentrent et sortent quotidiennement dans une université. Et avec toutes les Donc généraliser à derrière. tous les sites universitaires, c'est quand même assez excessif. On parlait de stade. Il me semble qu'il y a un point dans le discours du président de la République qui n'a pas été évoqué, qui pourrait constituer un stade dans le cadre de son quinquennat. C'est lorsqu'il indique que, je le cite, certains biens et services doivent être placés en dehors du marché et nous devons en reprendre le contrôle. Et ce point-là me semble tout à fait fondamental. Il coïncide d'ailleurs avec la non-privatisation d'ADP qui a été décidée hier pour cause de chute des cours de la bourse. Et ça pourrait ici constituer, je le souhaite en tout cas à titre personnel, un tournant du quinquennat lorsqu'on réalise qu'en effet, il y a des biens et des services qui doivent être hors marché. C'est le cas pour l'hôpital. Le président de la République, on doit mettre le paquet, les moyens. Mais c'est le cas, ça doit être le cas aussi, ça a été dit par ma voisine, pour la recherche. Il faut absolument que le président de la République fasse la translation. Il pourrait y avoir remise en question d'un propre modèle que lui-même validait jusqu'ici et ne validerait plus. C'est ce qu'il a dit ce soir. Il a dit qu'il était en train de revenir sur le modèle néolibéral. Il a ouvert totalement les vannes. Mais on ne sait pas et donc on est très très loin de l'austérité. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Oui, donc je crois qu'il ne faut pas là-dessus non plus. Enfin, pas aussi solennellement et pas aussi clairement. Quand il dit quand il disait, je crois au vœu, qu'on est arrivé à la fin du modèle néolibéral, etc. C'est quelque chose qui est dans le discours macronien. Ça fait également partie un peu de peut-être en pour même les temps. téléspectateurs qui auraient manqué ce passage ou qui n'auraient pas repéré ce passage parce que c'était à la fin de l'intervention du chef de l'État, je voudrais qu'on écoute cet extrait. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services
qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Des décisions de rupture, Corentin Le Fur, hein, tout de même. Oui, en tout cas, elles sont annoncées pour l'instant. Ensuite, on verra bien quelles seront-elles. Dans cet extrait-là, il y a pour moi toujours une bonne nouvelle, effectivement. C'est-à-dire cette tentation qui semble être cette prise de conscience que la mondialisation heureuse, telle qu'il l'a présentée, n'est peut-être pas si heureuse que ça dans sa version la plus naïve du terme. Maintenant, on a entendu une phrase où, dans la même phrase, on parle de retour vers la souveraineté française et européenne. C'est extrêmement flou, parce qu'il faut savoir exactement où est-ce qu'on met la jauge, où commence la souveraineté européenne et où potentiellement se termine la souveraineté française. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a un manque structurel de coordination au niveau de la frontière franco-italienne, où on voit que la situation en Italie, quand même, s'aggrave considérablement, 15 000 cas, 1000 morts, et on n'arrive même pas à avoir une coordination intelligente, ponctuelle, parce que quelque part on est dans le tout Schengen. Et avec même un problème de solidarité intra-européenne. Et un problème de solidarité, mais qui lui n'est pas nouveau. Voilà. Donc ensuite, surtout, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a encore quelques mois, on nous parlait quand même de discours pro de marché de libre-échange qui étaient défendus. Donc aujourd'hui, il semble y avoir cette espèce de mea culpa et cette volonté de revenir à quelque chose de plus souverainiste, en tout cas protectionniste. Maintenant, qu'en sera-t-il? Vous demandez à voir. Et qu'en sera-t-il? Et puis aussi au niveau de la Banque Centrale Européenne, qui reste indépendante. Oui, est-ce qu'on a eu une transformation du discours d'Emmanuel Macron? La réponse est oui. Il ne faut pas oublier que dans les grands candidats à la présidentielle, même dans tous les candidats, c'était le seul candidat à soutenir le CETA. Là, très clairement, quand on écoute aujourd'hui Bruno Le Maire, il y a une transformation du discours. Après, si vous voulez, la stratégie d'Emmanuel Macron, ça a toujours été de faire la relance, mais de la faire au niveau européen. Jusqu'à présent, il a toujours eu un nom des autres pays européens. Et là, actuellement, sur le budget européen, on ne se bat pas sur de combien on va l'augmenter, mais de combien on va le baisser. Donc peut-être, est-ce que ça va représenter, cette crise du coronavirus, un vrai choc au niveau européen? Pour l'instant, on peut en douter. Il nous reste 1 minute 30 secondes chacun pour conclure sur ce point. J'entendais un journaliste sur une chaîne de télévision dire, en fait, maintenant, il faut qu'il y ait le no limit. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les vannes soient ouvertes, sinon ça va être une catastrophe économique. Et j'ai eu l'impression ce soir que le président de la République disait no limit. C'est-à-dire, vous pouvez y aller, on dépense, on paye. Et ça m'a semblé une espèce de discours totalement nouveau. Parce que la situation sanitaire... Parce que la situation, mais ça a été, je trouve, extrêmement clair d'une certaine manière. Ce discours de rupture, il est à la fois convenu, on a l'habitude avec les présidents de la République, et bienvenu. Il est temps, en effet, de faire cette rupture avec le néolibéralisme, avec cette mondialisation qui comporte ses dangers. L'absence de privatisation d'Aéroports de Paris est pour moi un signe très fort que peut-être désormais le président de la République va mettre ses discours en accord avec les actes. Peut-être un revirement d'ordre idéologique ce soir de la part d'Emmanuel Macron. Évidemment, ça fera partie des enseignements qu'on essaiera de tirer. Merci à tous les quatre. On va continuer d'analyser cette intervention du chef de l'État sur le coronavirus. La plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle, a dit Emmanuel Macron. Plusieurs points à retenir, je vous les rappelle. Le maintien des élections municipales ce dimanche et le 22 mars. La fermeture jusqu'à nouvel ordre des établissements scolaires, crèches et universités. L'appel aux personnes de plus de 70 ans à rester chez elles, à sortir le moins possible avant d'accueillir nos prochains invités. Les réactions, c'est avec Fabien Recker. Pas de report des élections municipales et fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre. Des annonces saluées par les principaux responsables politiques de droite et de gauche, à l'image sur Twitter du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Face à la crise du Covid-19, la seule attitude possible est celle de la responsabilité collective. Personne ne doit manquer.
Ce soir, le président a répondu à une large part de nos demandes. Nous accompagnerons l'effort et veillerons à ce que les paroles se traduisent en actes. Même tonalité à droite pour le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad. Emmanuel Macron a clairement pris conscience de l'état d'urgence économique et sanitaire. Il appelle lui aussi à un esprit d'unité. Pas d'union sacrée pour la présidente du Rassemblement national en revanche. Marine Le Pen critique l'absence de mesures de fermeture aux frontières dans les dispositions annoncées. Ça n'a pas de sens. Objectivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de laisser la frontière des gens arriver, par exemple, de pays comme l'Iran, qui sont terriblement touchés par l'épidémie. Un des premiers moyens de freiner l'épidémie était évidemment d'effectuer un contrôle aux frontières qu'Emmanuel Macron se refuse à faire pour des raisons presque quasiment religieuses. Plus à gauche, on ne manque pas de remarquer la tonalité très sociale de l'allocution présidentielle sur l'importance du système de santé ou en matière de relance économique. Il aura fallu cette crise pour qu'ils comprennent que le soin dû à tous est une priorité. Il aura fallu cette crise pour qu'ils donnent des consignes à la Banque centrale européenne et qu'ils renoncent aux règles budgétaires dont ils nous avaient accablés ces 2 années précédentes. Le maintien des élections municipales semble néanmoins ce soir faire l'unanimité dans la classe politique. Et avec nous pour la deuxième partie de cette édition spéciale, Marie-Laure Harel, bienvenue, porte-parole La République En Marche d'Agnès Buzyn à Paris. On va immédiatement, par souci d'équité bien sûr, regarder la liste de tous les candidats dans la capitale, même si on les connaît un petit peu plus que les autres. Alexandre Malafaye, bienvenue à vous, président fondateur du think tank Sinopia. Jérôme Sainte-Marie, bienvenue, président de l'Institut de sondage Pollingvox. Et Benjamin Morel, qui est donc resté avec nous, mais que je vais quand même représenter. Politologue, maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci à tous les 4 d'être ici. On a déjà pas mal parlé des mesures fortes annoncées ce soir. Du coup, j'ai envie de vous demander ce que vous retenez, vous, Alexandre Malafaye, de cette intervention. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette intervention? À la fois le côté pragmatique et déterminé du président. Par rapport à la gestion de la crise, il pilote à vue, il est pragmatique, voilà, mais il regarde un petit peu où on va, il en fait pas trop, il fait ce qu'il faut. Ensuite, il veut apparaître social et européen, en tout cas il se donne un habit, une posture par rapport à ça qui est significative, mais qui est sur le double champ, à la fois de vouloir vraiment dire il y a un enjeu social fort par rapport à cette crise, on va se donner les moyens de faire ce qu'il faut pour protéger au maximum les entreprises et les collaborateurs, des entreprises, des organisations, et puis une dimension européenne parce qu'il faut faire preuve de solidarité, et puis en même temps, il adresse un message en n'étant pas en mode panique, c'est-à-dire que si on avait annulé les élections, si on avait, provoqué tout de suite un confinement compte tenu de la réaction des marchés boursiers aujourd'hui, il adresse un message, je pense, au monde économique qui est de dire, voilà, on fait ce qu'il faut, mais on ne provoque pas l'accélération panique qui pourrait faire que dès demain, ça amplifie encore le problème. Panique, je pense que c'est, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça, en tout cas, ça ouvre un chemin, mais ça confirme qu'on est dans une navigation à vue, je crois. Jérôme Sainte-Marie, d'après vous, c'est aussi ce qu'attendaient les Français, c'est-à-dire un président qui ne panique pas, qui semble être maître à bord, commandant à bord du bateau. Comment vous voyez cette intervention? Moi, ce qui m'a surtout frappé, en dehors des mesures qui ont été annoncées, bien entendu, mais c'est les concessions, pour ne pas dire le repli idéologique du président. Moi, je n'ai pas du tout frappé par la dimension européenne, à l'inverse. J'ai été saisi par le retour qu'on voit partout dans le monde, en réalité, du national à l'occasion de cette crise. Un peu comme on l'avait vu à l'occasion de la crise financière de 2008, c'est le retour vers l'idée nationale. Bien sûr, il parle un peu d'Europe, parce qu'il faut bien en parler, mais on ne comprend pas très bien pourquoi, parce que rien ne s'organise en fait au niveau européen. Le seul qui fait exister un peu l'Europe, c'est Trump, quand il interdit justement l'arrivée des Européens, mais en fait, rien ne se passe. Il a critiqué d'ailleurs la division. Voilà. Rien ne se passe au niveau européen. Et Emmanuel Macron, non seulement il concède beaucoup de choses, c'est le retour donc de la nation, c'est le retour, c'est l'exaltation du service public et d'une part importante de la gratuité, de la sphère non marchande dans la vie sociale. C'est pas du tout l'ADN du macronisme. C'est pas du tout l'histoire de la campagne. Et donc c'est un discours qui est très en retrait par rapport à l'exaltation européiste, européenne, on va dire, même européiste d'ailleurs, et libérale de ce qui a fait le macronisme. Il en vient même, d'ailleurs, lui qui a exalté, vous savez, le progressisme et l'autonomie individuelle, il en vient même à critiquer l'individualisme. Donc c'est un discours qui me paraît extrêmement opportun, mais les circonstances précises l'obligent, pour incarner la nation, pour remplir sa fonction comme il le fait aujourd'hui, à concéder énormément d'un point de vue idéologique.
idéologique. Marie-Laure Harel, vous y avez vu un retournement d'ordre idéologique dans ce discours d'Emmanuel Macron. Le macronisme se recentre, se renationalise. Comment vous l'avez perçu en tant que macroniste, évidemment? Pas du tout. Moi, j'ai pas de lecture idéologique de ce discours. J'ai entendu un président qui était un président réaliste, protecteur. Je ne crois pas du tout qu'il y a de ligne idéologique dans ce qu'il a dit ce soir. Je crois que l'attitude du gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire a été saluée par quasiment tout le monde. Le gouvernement a fait depuis le début le choix de la grande transparence. Il a donné des informations tout à fait transparentes sur l'évolution du virus, la manière dont on s'y préparait, la manière dont il fallait réagir à titre individuel et collectif. Donc cette transparence ne peut qu'être saluée. Je vois que le gouvernement a pris des mesures de manière très réactive pour protéger les plus faibles, notamment lorsqu'il a décrété qu'il n'était plus possible d'aller voir les personnes âgées dans les EHPAD. Lorsqu'il annonce sur la première partie du discours, lorsqu'il annonce il y a effectivement une deuxième partie plus internationale, plus économique, où on entend ce que dit Jérôme Sainte-Marie. Donc, pour terminer juste sur cette première partie, qui est quand même la première partie de son discours, qui est la protection d'un pays, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique. Donc, d'un point de vue sanitaire, on l'a dit, toutes les mesures sont mises en place. D'un point de vue économique, ensuite, il y a une part forcément de national. Emmanuel Macron est le président de la République française. Donc quel est son rôle premier? C'est de savoir comment on va protéger les entreprises qui souffrent cruellement de ce virus. On ne découvre rien ici ce soir. Les entreprises françaises, et moi je le vois encore plus en tant qu'élue parisienne, souffrent de vagues successives violentes économiquement, que ce soit les gilets jaunes, ça a été ensuite les manifestations et les violences liées aux retraites, c'est aujourd'hui le virus. Bruno Le Maire l'a dit ce matin, l'impact est énorme sur les entreprises françaises et encore plus à Paris où il y a beaucoup de tourisme, puisque c'est moins 40% pour l'hôtellerie, moins 25% pour les restaurateurs. Donc le président de la République, en tant que chef de l'État français, pas chef de l'Europe, prend des mesures pour protéger les entreprises françaises. C'est le renforcement du chômage partiel, c'est le report, voire l'annulation de charges sociales. Et le président de la République dit ce soir qu'il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Europe. Quand on parle de frontières, ce ne sont pas des frontières françaises, ce sont des frontières européennes. Quand on parle de solidarité, c'est de la solidarité européenne et pas que française et pas que individuelle. Donc il y a forcément un pan chef de l'État français et un pan européen. Je n'ai pas vu l'un annuler l'autre. J'ai vu un président de la République présent sur les deux fronts. Et que vous entrez dans le détail, et pour éclairer un peu nos téléspectateurs, on va réécouter ce passage et on en parle juste après. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Benjamin Morel, c'est vrai qu'il ouvre les vannes, là. Il ouvre les vannes, il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire qu'on est face à une situation qui, en effet, va conduire à des plans de relance et va conduire, en fait, à un rééquilibrage économique. Parce que là, le petit krach boursier, voire le krach boursier auquel on est en train d'assister, implique, en fait, une politique économique et une politique volontariste. Ça, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est pas macronien, c'est pas anti-macronien, c'est économiquement ce qu'il faut faire, si vous voulez. Et tous les pays du monde vont être amenés à réagir comme ça. Donc là-dessus, on est en effet sur un aspect très pragmatique. Après, il ne faut pas voir dans l'idéologie un gros mot. Qu'est-ce que c'est l'idéologie? C'est un rapport logique entre idées. On peut penser qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas un imbécile, a une logique entre ses idées. Donc à partir de là, l'idéologie, c'est ce qui vous tient, ce qui vous structure. Et là, en effet, il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'entre Emmanuel Macron en 2017 et Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a eu une évolution. Vous aussi, vous voyez un changement? Oui, mais alors là où peut-être on a un petit désaccord, c'est que je ne suis pas sûr que ce changement date réellement de ce soir. On voit que c'est un changement progressif. Vous avez eu le discours devant les parlementaires au mois de septembre, où déjà vous aviez, de la part d'Emmanuel Macron, l'insistance sur des thématiques sur lesquelles il n'insistait pas jadis. Vous avez eu également le discours des vœux, où on voyait que cette thématique très régalienne, très nationale, revenait un petit peu. Ça vient également d'un changement de logique électorale, si vous voulez. Emmanuel Macron a perdu le centre-gauche aujourd'hui. Très clairement, c'est un électorat qu'il a du mal à récupérer, qu'il tente de récupérer en insistant sur l'écologie, mais il a besoin également de s'appuyer sur d'autres classes sociales et sur un autre électorat, notamment à droite. Donc à partir de là, ça implique de développer de nouveaux discours, de nouveaux thèmes, justement
pour, si ce n'est changer son électorat, au moins en renforcer d'autres pans. Et donc là, on voit une inflexion du discours qui date pas de ce Mais le soir. coronavirus a peut-être quand même été un élément Oui, marquant si vous voulez, fort. c'est un élément d'évolution, mais c'est pas forcément un élément qui m'apparaît aujourd'hui, ce soir, marquer une révolution. Alexandre Malafaille. Oui, je pense quand même que ça le conduit à se réinventer. C'est-à-dire que la gestion de cette deuxième partie du quinquennat peut plus être comparable à ce qu'il a fait. Il y a vraiment un impact majeur de ce qui se passe, la gestion de crise. Ce soir, il l'avait déjà dit. Oui, mais cela dit, ce soir, il a dit des choses. Enfin, Emmanuel Macron est quelqu'un qui rentre dans le détail et qui a quand même une finesse des choses et des compréhensions qui va au-delà du simple, si je puis dire, du simple mortel. Et quand il parle de solitaire et de solidaire, et quand il dit qu'il faut renoncer au jeu et de faire ensemble, il dit des choses qu'on n'a pas vraiment entendues aussi dans sa conception. Il y a, je pense, quelque part aujourd'hui une prise en compte de la notion de collégialité à un moment donné de la façon de gouverner qui l'éclaire peut-être aussi lui-même. Je crois qu'il est peut-être la première fois depuis qu'il est en charge amené à véritablement tenir compte des avis des sachants. Jusqu'à présent, il a pris la plupart du temps des décisions seul, éclairé par un petit groupe de gens, parfois sans en tenir compte. Là, il est obligé de prendre des décisions éclairées par des conseils, des scientifiques, tout ce qui est finalement... Auquel il a fait référence. Alors, sur ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Oui, mais ça, vous avez le droit. Attendez, laissez-moi finir, pardonnez-moi. Je suis absolument d'accord pour que vous ne soyez pas d'accord, c'est normal, c'est votre rôle. Cela dit, l'expérience des 2 premières années et demie du quinquennat d'Emmanuel Macron a montré une gouvernance d'une pyramidalité, si je puis dire, extrême. Voilà. Et là, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui prend la peine d'avoir les avis de l'ensemble des corps intermédiaires qui sont en charge, et ça donne une influence que je trouve extrêmement intéressante sur sa façon de présenter un plan d'action. Voilà, c'est ça que je veux dire. Marie-Laure Harel et Jérôme Sainte-Marie. Je ne suis pas d'accord avec vous dans la mesure où, justement, à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, on lui a justement reproché d'être allé un peu trop on a vu la faire suite, des débats la réforme des retraites a montré qu'il a bien compris. les maires et finalement pas assez les Français, etc. Donc je crois que s'il y a bien un exercice au cours duquel il a écouté les gens et notamment les élus locaux, donc le pouvoir intermédiaire, comme on l'appelle. Pardon de vous interrompre, il l'a traduit comment? Alors moi j'ai pas le droit de vous interrompre, mais mais je vous pose une question, il l'a traduit comment? Donc moi je vous dis juste qu'à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, je crois que pendant de nombreux mois, Emmanuel Macron s'est prêté à un débat de proximité, à un débat auquel les Français ont eu voix, auxquels les maires ont eu voix. Tout ce qu'on appelait les professions intermédiaires, les syndicats, les maires et autres ont justement été ceux qui l'ont conseillé dans cette sortie de crise et ceux qui ont apporté la solution à la sortie de crise. Et là, il fait pareil avec le corps scientifique. Il écoute les parlementaires. Je crois peut-être qu'on peut lui reprocher dans les premiers mois de sa mandature de ne pas avoir assez écouté. En tout cas, je crois qu'il l'a assez démontré à l'occasion des Gilets jaunes et là encore aujourd'hui. Ce sont les scientifiques qui guident son avis ce soir parce que ne nous voilons pas la face. La grande question politique qui a agité tout le monde aujourd'hui, c'était est-ce que les élections vont être annulées ou pas? C'était surtout ça, la grande question politique. Et je crois qu'il n'y a pas répondu d'un point de vue politique, mais d'un point de vue scientifique. C'est qu'il a dit ce soir, l'élection ne sera pas annulée parce que, au regard de ce que me recommande le conseil scientifique, que j'ai mis sur place depuis quelques jours, le risque peut être contenu dimanche prochain. Il y a fait clairement référence, Donc, il a été extrêmement clair. Jérôme Sainte-Marie. Oui, il y a tout le mérite qu'on doit lui reconnaître. Je ne pense pas que Emmanuel Macron soit créateur du réel, si vous voulez. Et là, le réel s'impose. Il s'impose partout dans le monde. C'est-à-dire, effectivement, selon les systèmes de santé, les réactions sont légèrement différentes, mais tout se passe, encore une fois, dans un cadre national. Et plus précisément, quoi qu'il en dise, pour ne pas trop concéder à ses adversaires, dans le cadre des frontières nationales. Il n'y a rien dans son discours qui renvoie à une quelconque mesure européenne, ou alors qu'on me le dise où elle se trouve. Mais il parlait comme chef de l'État français. Attendez, justement. Alors, il dit quand même les fermetures de frontières devront être décidées à l'échelle européenne. Il y a même une formule. Mais c'est la fin du discours. Il y a même une formule qui ne veut rien dire, enfin qui relève du gag quand il parle des souverainetés européennes et françaises. Ça ne veut rien dire. Soit une souveraineté nationale, soit elle est européenne. Ça n'a pas de sens. Il parle d'un plan de relance national et européen. Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Mais il n'y a rien de précis. Non, ce que je veux dire par là, c'est que là, on est dans nouveau dans une forme. Alors, je ne pense pas du tout que ce soit un retour ou un message à la droite, tout au contraire. On n'est pas dans ce registre-là, on n'est pas dans la droite ou la gauche. On est effectivement dans une logique étatique, nationale, interventionniste, qui va très loin. Et là, il intervient quand même par rapport aux entreprises privées. Il y a une seule chose qu'il ne fait pas.
qui lui est pourtant réclamé ce matin par Olivier Faure du Parti Socialiste ou par Marine Le Pen, et dont on va entendre parler, moi je pense, dans les semaines qui viennent, c'est la question de la réforme de l'indemnisation du chômage. Il va avoir du mal à expliquer pourquoi il faut maintenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise, et pourquoi il faut interrompre celle des ménages concernés par l'indemnisation du chômage. Et peut-être ça qu'on y va être reviendra, compliqué. mais Et je ne suis pas sûr que cette ligne-là, il pourra la tenir jusqu'au bout. Je voudrais quand même qu'on reste sur cette question européenne et internationale, puisque vous en avez quand même parlé. Le mieux, c'est d'écouter le chef de l'État, c'est dans un sujet de Flora Sauvage. Écoutez. Si Donald Trump a annoncé la suspension pour 30 jours de l'entrée aux États-Unis pour tous les voyageurs ayant séjourné en Europe, Emmanuel Macron se refuse à fermer les frontières. Pour le chef de l'État, cette mesure doit être prise à l'échelle européenne. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. En Europe, la Slovaquie a fermé ses frontières à tous les étrangers et la République tchèque a interdit l'entrée aux voyageurs arrivant de 15 pays, dont la France. Pour les États-Unis, la menace vient désormais de l'Europe. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble, et à agir ensemble. Si les réponses diffèrent d'un pays à l'autre pour lutter contre la propagation du Covid-19, la tentation du repli sur soi est grande face au nouveau coronavirus. Jérôme Sainte-Marie, en réécoutant le chef de l'État, vous nous dites toujours que finalement, sur le plan européen international, il ne propose pas grand-chose? Ah mais bien sûr, parce qu'il n'a pas le choix. Encore une fois, il peut très bien dire qu'il va parler à Donald Trump pour essayer d'avoir un truc ensemble, mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'il y a une déclaration unilatérale d'une radicalité extraordinaire de Donald Trump qui dit que, enfin, moi j'ai appris ça, j'ai été réveillé quasiment par cette nouvelle cette nuit, je n'en revenais pas, si vous voulez. Pendant 30 jours, aucun Européen n'aura le droit d'aller aux États-Unis. Mais je n'ai jamais connu ça. À l'époque du 11 septembre, il y a eu quelques jours d'interruption de la circulation aérienne. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron subit quoi? Forcément, il n'a pas le choix. Enfin, et d'ailleurs, vous voyez à travers le monde, un certain nombre de pays, je pense à l'Inde par exemple, à Israël, aux États-Unis, etc., l'Autriche, enfin des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui décident d'un seul coup de contrôler leurs frontières. Et elle continue ces décisions très particulières de chaque État. On apprend ce soir par exemple que la Belgique va fermer les écoles, bien sûr, mais aussi les cafés et les restaurants. C'est-à-dire que chaque État fait un peu à sa manière, gère la crise à sa manière. Oui, si vous voulez, quand même, Emmanuel Macron a beaucoup invoqué l'Europe quand il parlait notamment de plan de relance, etc. Et la stratégie d'Emmanuel Macron, peut-être du premier Emmanuel Macron, on va voir ce qui va en être, ça a toujours été, ça n'a jamais réellement été un néolibéral, Emmanuel Macron. Il n'a jamais pensé qu'il ne fallait pas d'intervention du public dans l'économie. Seulement, c'était d'abord et avant tout un Européen. On fait de la relance, mais on l'a fait au niveau européen. Donc on va avoir un budget de la zone euro, il va être consistant, et à partir de là, on fera de la relance, on aura de la politique industrielle au niveau européen. Résultat, vous avez Angela Merkel qui dit d'abord non, puis qui dit d'accord, mais Rikiki, le budget de la zone euro, on ne va pas aller trop loin. Aujourd'hui, on est en train de se disputer pour savoir si on va baisser drastiquement ou baisser un tout petit peu le budget européen après le Brexit. Au niveau de la négociation budgétaire, et elle n'est pas finie, cette affaire ne va pas l'arranger. On en est là. La question qui va se poser dans les prochaines semaines, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va rester sur cette stratégie, va dire grosso modo la France ne peut pas agir là-dessus seule et donc il faut une vraie relance européenne et je ne ferai rien de mon côté si ce n'est pousser. Ou bien est-ce que lui-même, au niveau national, comme le font certains de nos partenaires, va décider d'agir unilatéralement. Quand on veut un peu sonder aujourd'hui le pouls de nos partenaires, il faut dire que l'Allemagne a dit on n'exporte plus de matériel médicaux, y compris vers les pays du sud de l'Europe, parce que les masques, on va en avoir besoin, nous Allemands, et les Italiens, ils passeront après. C'est un vrai test pour la solidarité européenne, cette crise du coronavirus. Les mots ne veulent pas dire la même chose d'un pays à l'autre. Donc si vous voulez, le mot solidarité comme le mot souveraineté...
Oui, mais l'Europe n'a pas été conçue, enfin l'Union européenne n'a pas été conçue pour produire des masques. Pardon, l'Union européenne a été... Non, mais oui, mais c'est pas une entité qui permet de faire ça. On peut toujours faire peser sur l'Europe ou sur l'Union européenne tous les défauts. Il n'y a pas de solidarité. Oui, mais d'accord, mais à un moment donné, chacun doit regarder ses propres problématiques, parce qu'au bout du compte, c'est les pays qui gèrent. On n'a pas conféré ou concédé à l'Europe la gestion de ces questions-là. L'Europe n'a pas d'armée, n'a pas de système sanitaire. Il n'y a pas d'Europe de la santé. Et n'a pas de système de sécurité. Elle a quelques organes, et puis après, elle a essentiellement un outil de régulation politique, et c'est comme ça qu'elle est conçue, et un Parlement. Et peut-être qu'il faudra que ça change, mais en tout cas, on peut toujours entrer dans le détail. Enfin, elle a pas, il y a 30 000 fonctionnaires, point, c'est moins que la ville de Paris. Donc, si on peut dire tout ce qu'on veut, l'Europe, c'est ça. Voilà, et c'est un tout petit budget. Donc, une fois qu'on a dit ça, la problématique, effectivement, auquel aujourd'hui on est confronté, c'est de voir chaque pays qui a son système régalien qui fait face à la crise et qui doit faire face à ses propres priorités, parce que chacun a son électorat et son population. Donc, là-dessus, on ne peut pas enlever ça à chaque État. Après, qu'on manque un peu de capacité de solidarité, c'est pas surprenant, parce que face à une gestion de crise aussi complexe et aussi mouvante que celle-là, chacun gère au jour le jour. Après, en revanche, dans ce que dit Emmanuel Macron, je voudrais revenir un instant, parce que quand même, il ouvre des portes. Son discours est pas, les phrases sont pas gratuites. Quand il parle de repli nationaliste, je pense qu'il donne une autre connotation au mot nationaliste. Il faut éviter le repli nationaliste. Ce virus n'a pas de passeport. C'est pas la connotation qu'on a entendue il y a 1 an et demi, quand il voulait effectivement un peu diaboliser les uns les autres à finalité purement électorale. C'est pour le coup une vision un peu plus planétaire, qui est dire attention. Après cette crise, il y a plusieurs chemins possibles. Et l'un des chemins possibles, c'est les replis qui ont conduit aux années folles, et puis après, à ce qu'on a vu, les années 40, qui n'ont pas été très heureuses pour l'humanité. Attendez, ce schéma-là, il est possible, pardonnez-moi. Mais à partir du moment où les pays se replient, les blocs se replient, on arrête de faire des choses ensemble, et où il n'y a pas effectivement un nouvel ordre mondial qui sort de ça, compte tenu des tensions et des enjeux qui sont posés, on ouvre... Non, vous avez peut-être raison de ne pas y croire, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité... Oui, mais la comparaison historique, vous savez, l'histoire, c'est souvent répété, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Et je voudrais simplement dire qu'il y a peut-être une opportunité justement pour réfléchir à quelques grands principes. Est-ce qu'il faut systématiquement dire que ce qui est fabriqué en Chine ne doit plus être fabriqué en Chine? Ou est-ce qu'au contraire, il faut peut-être envisager des accords différents fondés avec des principes de réciprocité, où on peut dialoguer autrement et négocier autrement, et penser autrement la gouvernance globale? En tout cas, ce coronavirus pourrait marquer un vrai tournant. Oui, je pense, c'est ce qu'il veut suggérer dans son discours de ce qu'on dit sur ce Jérôme Sainte-Marie et Marie-Laure Harel. Moi, je pense qu'effectivement, cette crise marque un tournant et que on n'a pas commenté particulièrement l'allocation du président de la République en général, mais moi, je l'ai trouvée très intéressante et très convaincante d'ailleurs. Mais très convaincante parce qu'elle actait une réalité. Qu'est-ce qu'on vit actuellement? On vit un instant tragique. Très concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit de gens qui vont mourir, qui sont en train de mourir. Et donc, à ce moment-là, on est sur la vérité des prix. Au moment du tragique, qu'est-ce qui se passe? C'est chacun regarde son peuple. Et le président de la République le dit, il utilise l'expression, je crois, faire nation. Si vous m'arrêtez si je me trompe. Absolument. Faire nation. Il n'a pas dit faire Europe, vous avez remarqué. Faire nation. Donc après, on peut toujours dénoncer ce qu'il faut bien montrer qu'on n'est pas un méchant. Donc on dit les nationalistes et pourquoi pas les populistes, etc. Bon, ça c'est de la rhétorique qui n'a pas d'intérêt. Mais il ne parle, donc les frontières, c'est pas bien. Mais enfin bon, en fait, elles sont en train de la constituer. Mais puis quand on confine, on fait... C'est bon, bref. Mais en tout cas, il parle faire nation. Et donc là, on mesure, il est en train de mesurer une réalité toute simple. C'est que comme il n'y a pas de peuple européen, à ce moment-là, au moment du tragique, chacun se revit au sein de son propre peuple. Et donc, comme nous avons la chance de constituer un peuple relativement unifié, la France, eh bien, effectivement, là, il parle de la nation et il incarne de manière tout à fait convaincante ce soir cela. Mais ça l'oblige à réviser quand même très largement son ADN, qui a été, vous savez, dans le manuel du progressisme, le manifeste du progressisme, c'est déconseillé. Sincèrement, ce n'était pas du tout la même tonalité que ce qu'on a entendu ce soir. Et je rappelle ces mots très précisément. Il salue le sang-froid des Français, c'est lors de ce passage. Vous avez su faire face, vous n'avez pas cédé à la panique, c'est cela une grande nation. Voilà le moment où il emploie ce mot nation, Marie-Laure Harel. Oui, mais moi je pense pas qu'il faille avoir de grandes lectures politiques du discours qu'il a fait ce soir. Alors on est en train de débattre là depuis tout à l'heure sur est-ce qu'il a été assez européen ou pas assez, ou est-ce que... Il a quand même été travaillé ce discours. Oui, mais il n'a pas employé les mots au hasard. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils disent comme ça... que son discours ait été travaillé pendant 2 jours ou 10 jours, le fait est que ce soir, il intervenait comme chef de l'État français. Et que la question ce soir, c'est de savoir qui peut et qui doit faire quoi face à une situation
tragique et très inquiétante pour tous les Français. Donc d'abord, j'espère que les polémiques politiques qu'on a pu entendre aujourd'hui vont cesser, puisqu'il y a eu beaucoup de mots que certains semblent déjà regretter ce soir sur « il va annuler les élections parce qu'en fait ça pourrait l'arranger ». Monsieur Woerth, Monsieur Retailleau et d'autres ne devaient pas se sentir très malins ce soir, puisqu'ils avaient prédit des manipulations politiciennes. Bon, voilà, il n'en est rien. Je pense que quand on immisce... Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs. Je pense que quand on immisce aussi dans les débats qui ont eu lieu aujourd'hui face à une situation tragique et qui concerne tous les Français, la crise de l'hôpital, le budget de l'hôpital, surtout quand cela vient de personnes, notamment de gauche, qui pendant 5 ans ont supprimé 22 000 lits et baissé tous les budgets de l'hôpital. C'est vous qui faites de la politique. Mais non, mais c'est qu'en fait, je pense que ça n'est pas le bienvenu de faire ça. Et qu'en fait, là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cette épidémie? Moi, ce que j'attendais ce soir, pandémie d'ailleurs, ce que j'attendais ce soir, c'était de savoir quelle serait la ligne directrice du président de la France. Le président s'est montré protecteur, rassurant, conscient de tous les enjeux. Je pense qu'après, une responsabilité revient à tout le monde. Et là, encore une fois, je ne vais pas faire de polémique, mais il y a des responsabilités qui reviennent au chef de l'État, il y a des responsabilités qui reviennent à tous les maires de France, notamment à la maire de Paris. Je n'émets aucun jugement sur ce qui est fait, pas fait, mais il y a une responsabilité d'information des citoyens, de formation des agents, de prise en compte de tous les enjeux dans le cadre des déroulés et des opérations de vote. Et je vais même vous dire, je pense que la maire de Paris a bien géré cet enjeu, puisqu'elle a fait une conférence de presse ce matin expliquant une prise en compte tout à fait fine et précise de l'opération de vote de dimanche prochain. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, la question, c'est simplement de savoir comment la crise se gère pour la suite, d'un point de vue tout à fait sanitaire et économique. Et au niveau économique aussi, il revient au chef de l'État et à la maire de Paris et au chef de toutes les collectivités d'aider et de protéger leurs entreprises qui ont déjà assez souffert depuis 1 ou 2 ans. Alors, puisque vous avez parlé du maintien de ces élections, je voudrais qu'on écoute le passage, effectivement, relativement attendu, effectivement, puisqu'il y avait eu ces rumeurs, ou en tout cas ces informations de nos confrères du JDD qui nous disaient qu'il y allait peut-être y avoir un report des municipales. Emmanuel Macron a arbitré ce soir, écoutez. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà, il nous reste 3 minutes pour un dernier tour de table sur ce point. Alexandre Malaffy. Non, mais c'est le signal qui fait que ça apaise globalement, en tout cas la sphère économique et la population dans un mode qui n'est pas un mode panique. En même temps, c'est un signal de résilience. Est-ce que la nation peut faire face à une épreuve comme celle-là et assumer le fait qu'il y a un risque, mais qui n'est pas finalement plus élevé que d'aller chez le boulanger ou à la supérette du coin pour faire ses courses. Voilà. Donc c'est un message, allons-y, faisons les choses bien, mais faisons-les parce que c'est un moment important de la vie de la nation, on ne peut pas le saboter. Et puis derrière, il y aurait eu effectivement toutes les récupérations politiciennes compte tenu du fait que le risque en est là à ce stade. Oui, enfin, il faut quand même dire qu'il n'avait guère le choix. C'est-à-dire que soit on passait par une loi et auquel cas on la votait en 2 jours, c'était possible, on l'avait fait sur l'état d'urgence, sur la prorogation, mais là sans l'accord du Sénat avec Gérard Larcher qui dit non, ça devenait procéduralement impossible. Soit on avait un décret, mais ce décret-là il était illégal et de toute façon, quand bien même il n'aurait pas fait l'objet de contentieux, il ne pouvait pas repousser les élections après le 31 mars, soit on avait le déclenchement de l'article 16, mais là très clairement c'était utiliser la bombe atomique pour quelque chose qui apparaissait déjà très dangereux pour la majorité, très dangereux pour le président de la République, très dangereux pour le pays et totalement disproportionné. Jérôme Sainte-Marie ? Oui, je suis effectivement tout à fait d'accord. Cette dimension juridique est très importante. Inversement, ça m'étonnerait que des scientifiques, c'est-à-dire des médecins, aient eu un avis particulièrement positif sur le fait de tenir ces élections, par définition, quand les gens se rencontrent, etc. C'est pas très bon en termes d'épidémie. Mais alors, il y a une autre chose quand même à souligner, c'est que c'est normal qu'il y ait un débat politique,
et c'est normal qu'il y ait, des controverses politiques. C'est même plutôt sain. C'est presque rassurant d'ailleurs pour la population que la vie continue. D'autant plus qu'on n'est pas dans une situation où on est face à un adversaire politique et humain, comme face au terrorisme. Face au terrorisme, on comprend bien pourquoi il faut afficher l'unité nationale, l'union sacrée même. Là, le virus, il s'en fout, si vous voulez, de savoir si on est divisé ou unifié. Et donc, c'est normal que sur les modalités d'accompagnement, notamment économique ou social, c'est normal qu'il y ait des débats. Moi, je trouve ça tout à fait raisonnable. Et dernière chose, à propos de l'union sacrée, si on s'intéresse... On en a parlé ce soir. Si on s'intéresse à la vie parlementaire, l'union sacrée, c'est la guerre 14-18. Eh bien, pourtant, on était face à un ennemi bien humain et bien concret. Eh bien, la vie parlementaire avait continué entre 14 et 18. Marie-Laure Harel, pour conclure. Je pense que tous les débats politiques ne sont pas les bienvenus sur un sujet aussi grave quand on parle d'une pandémie. En revanche, le fait que le président ait dit aujourd'hui qu'il était possible de maintenir les élections dimanche, c'est à la fois rassurant, ça veut dire que nous avons la capacité à faire face, mais c'est aussi très responsabilisant. Ça veut dire que pour tous les individus et pour toutes les collectivités, il va y avoir des règles extrêmement précises et sérieuses à mettre en place, et j'espère que chacun en a bien conscience. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir pour cette édition spéciale. Je vous invite maintenant à voir ou à revoir l'intervention d'Emmanuel Macron dans son intégralité sur le coronavirus. On se retrouve après. À tout à l'heure. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présent. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face, en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs, la solidarité, la fraternité. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide
depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines, et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres maladies. C'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leur contact au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises, pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours,
sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Un service de garde sera mis en place, région par région, nous trouverons les bonnes organisations pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Et donc cette organisation sera travaillée par le gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur nos territoires. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les ministres l'ont déjà annoncé, nous avons beaucoup développé le télétravail, il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Dans le même temps, notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades. Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales, ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens. Beaucoup d'ailleurs ont commencé. Je veux les en... J'ai vu il y a quelques jours au SAMU de Paris une mobilisation magnifique, émouvante, exemplaire, où des étudiants à quelques mois de leur concours étaient là pour répondre aux appels, aider, et où des médecins à peine retraités étaient revenus pour prêter main forte. C'est cela que nous allons collectivement généraliser en prenant les bonnes mesures. En parallèle, les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons, parce que nous apprenons aussi de cette crise. Parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. La mobilisation générale est également celle de nos chercheurs. De nombreux programmes français et européens, essais cliniques, sont en cours pour produire en quantité des diagnostics rapides, performants et efficaces. Nous allons améliorer les choses en la matière et au niveau français comme européen, les travaux sont lancés. Nos professeurs, avec l'appui des acteurs privés, travaillent d'ores et déjà sur plusieurs pistes de traitement. À Paris, Marseille, Lyon, entre autres. Des protocoles ont commencé. Et j'espère que dans les prochaines semaines et prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde l'antidote au Covid-19. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas voir le jour avant plusieurs mois, mais il est porteur de grands espoirs. La mobilisation de notre recherche française, européenne, est aussi au rendez-vous. Et je continuerai de l'intensifier. Cette épreuve exige aussi une mobilisation sociale envers les plus démunis, les plus fragiles. La trêve hivernale sera reportée de 2 mois. Et je demande au gouvernement des mesures exceptionnelles dans ce contexte pour les plus fragiles.
Enfin, l'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Déjà, des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des hôteliers, des professionnels du tourisme, de la culture, de l'événementiel, du transport souffrent, je le sais. Les entrepreneurs s'inquiètent pour leur carnet de commandes. Et tous, vous vous interrogez pour votre emploi, pour votre pouvoir d'achat. Je le sais, c'est légitime. Et avec les décisions que je viens d'annoncer ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de rééchelonnement. Mais je nous connais collectivement. On prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples. Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j'ai demandé au gouvernement de préparer d'ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l'avenir. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes? Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d'en prendre de nouvelles. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. La France le fera, et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du Conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, mais je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international, et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble, et à agir ensemble. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc.
On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans une unité. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin et voudraient tout fermer » et s'inquiètent de tout de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en Européens à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant « nous » plutôt qu'en pensant « je », que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le gouvernement ne peut pas tout seul et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'1 mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire, temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts. Il y a déjà des actions qui existent sur le terrain. Nous pouvons faire encore plus fort, tous ensemble. Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Je pense à tous nos soignants à l'hôpital qui auront les cas les plus graves à traiter, mais aussi beaucoup d'urgences. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les soignants qui sont aussi hors de l'hôpital, qui se sont formidablement mobilisés, que nous allons de plus en plus solliciter dans les semaines à venir. Je sais pouvoir compter sur vous
Le ministre de la Santé aura l'occasion aussi de préciser dans les prochaines heures les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. C'est le respect que nous avons envers vous et c'est évidemment ce que la nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation, au fond, pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité, mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France. Voilà donc pour l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir sur le coronavirus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour notre grande soirée électorale. LCP, Assemblée nationale et Public Sénat se mobilisent pour les élections municipales qui, vous l'avez compris, sont donc maintenues. Nous serons en direct de 19h30 à minuit. À dimanche.